Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission de débat dominical, le Club de la presse sur la chaîne qui rassemble. Comme chaque semaine, nous passons un regard lucide, critique et documenté sur les grands enjeux de l'actualité politique, sociale et institutionnelle de notre pays et parfois au-delà. Aujourd'hui, deux sujets d'une brûlante actualité politique sont sur notre table. À quelques semaines du scrutin présidentiel, les ambitions s'affichent, les déclarations et dépôts de candidatures se sont multipliés jusqu'à la date de clôture fixée par la Commission électorale indépendante, une soixantaine en tout, un record historique dans l'expérience de l'organisation de la présidentielle en Côte d'Ivoire que traduisent ces nombreuses ambitions. En plus de plusieurs autres questions, nous y répondrons au cours de ce débat. Notre autre analyse portera sur le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP, qui célèbre ses 10 ans. À cette occasion, Charles Blé Goudé tente un coup de force médiatique avec une mobilisation nationale. Mais derrière les couleurs, la musique et les slogans se pose aussi la question de savoir le COJEP est-il une force politique crédible ou juste un instrument personnel ? Ce deuxième anniversaire est-il un tournant ou un barreau d'honneur? Pour en parler, 4 journalistes chevronnés rompus à l'exercice de l'analyse politique. Tout d'abord, Jérôme Dric, journaliste au quotidien Le Nouveau Réveil. Ensuite, Sylvain Guédé-Debailly, éditorialiste, figure bien connue du monde des médias ivoiriens et internationaux. Lancine Bakayoko, journaliste et chef de service économie à la rédaction de RTI 1. Et puis, enfin, Sangaré Yacouba, journaliste et rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Patriote. Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à cette invitation. On va se plier à un exercice que la réalisation nous propose et on se retrouve juste après. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle, la scène politique ivoirienne mobilise des prétendants connus ou moins connus à la magistrature suprême. Les candidats à la présidentielle d'octobre avaient jusqu'au 26 août pour déposer leur dossier de candidature à la Commission électorale indépendante. Ceux-ci doivent désormais être examinés par le Conseil constitutionnel qui décidera de leur validité. En attendant, cette pléthore de candidatures tout azimut suscite débat et pouvait pas échapper aux commentaires de nos invités. Avant qu'ils ne se prononcent sur la question, l'on regarde cet élément de Davis Soyo et on se retrouve juste après. C'est un balai de prétendants que l'on a assisté durant la période de dépôt de candidature à la Commission électorale indépendante, CEI. Résultat, 60 candidats à la candidature pour le fauteuil présidentiel. Un chiffre record dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Des inconnus aux plus connus, il y en avait de tous les profils. Les gros calibres, à l'image du président sortant Alassane Ouattara, en passant par son prédécesseur Laurent Gbagbo et le challenger Tidjane Thiam, sans oublier les traditionnels habitués. Tous ont répondu présents. À côté de ces têtes fortes, plusieurs jeunes estimés à 40% ont également montré leur intérêt à participer au scrutin d'octobre prochain. Issus aussi bien de la société civile que du secteur privé ou encore de mouvements politiques émergents, ces jeunes rêvent d'un renouvellement de la classe politique. Les femmes font également partie de la course. Elles sont 8 au total. Une participation qualifiée d'encourageante. Parmi ces prétendantes figure l'ex-première dame du Côte d'Ivoire, Simone Eivey Gbagbo, la présidente du MGC. Depuis le 29 août dernier, tous les candidats attendent l'examen et la décision du Conseil constitutionnel. Pourquoi autant de candidats à la candidature pour la présidentielle 2025 ? Retour sur le plateau du Club de la presse. Messieurs, on a bien écouté Davis Soyo. Est-ce que la multiplication de candidatures cette année, 60 en tout, c'est un record historique, comme on le disait tantôt, est-ce que c'est un signe de bonne santé démocratique, selon vous, Jérôme Ndri? Bon, écoutez, c'est quand même inédit dans l'histoire de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire qu'on a 60 candidats. Mais il faut regarder de près ces différentes candidatures à la candidature. Il faut regarder de près. Parmi ces 60, il y a ceux qui sont des partisans, ce que j'appelle partisans, qui sont parrainés par un parti politique. Il y a des indépendants. Et puis, parmi tout cela, il y a certains aussi qui peut-être ont vu cela en un jeu. Parmi les 60, nous étions à la CEI, on a vu des
des candidats, des personnes venues pour déposer les candidatures avec un seul extrait de naissance, sans aucun document, alors que certains critères étaient connus. Mais bon, bref, on peut dire que cela dénote une certaine ferveur démocratique, c'est ce qu'on peut indiquer déjà. Mais je pense que le Conseil constitutionnel aura à faire le tri, sinon que quand on regarde depuis la CEI, la quasi-totalité de ces personnes qui ont déposé des candidatures n'avaient pas de dossiers complets. Parce que le parrainage manquait dans plusieurs dossiers, la caution des 50 millions également manquait dans plusieurs dossiers. Donc on va dire que peut-être plus de la moitié ont fait acte de candidature pour peut-être chercher peut-être à se faire voir ou je ne dirais pas que c'est des plaisantins, mais je vais dire simplement que c'est des personnes qui ont voulu se montrer sans vraiment une ambition véritable. Mais cela contribue toujours à la faveur démocratique. Il faut encourager, puisque la Constitution dit que tous les Ivoiriens sont égaux. Et les règles sont claires. Et pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être ivoirien, de père et de mère eux-mêmes ivoiriens, avoir plus de 35 ans, pouvoir réunir le parrainage de 1%, payer la caution de 50 millions. Mais est-ce que toutes ces personnes, les 60 candidats, ont respecté ces conditions? Je dis non. Parce que quand on a regardé les premiers dossiers, non. Quelques-uns ont pu respecter ces conditions. Mais il reviendra au Conseil constitutionnel de pouvoir trancher pour nous sortir les véritables candidats qui peuvent aller briguer la magistrature suprême. Sangaré Yacoba, quelle analyse vous faites de cette ruée vers la candidature de la présidentielle d'octobre 2025? Est-ce que ce n'est pas une manière de demander à la commission électorale indépendante de dédurcir les conditions pour être candidat? Non, c'est pas à la commission électorale de durcir. Les conditions sont fixées par la Constitution et sur le code électoral. Je pense qu'on peut plutôt faire pour la commission électorale indépendante, c'est peut-être de lui donner la latitude de pouvoir faire un premier tri. Voilà, parce que là, le code électoral ne lui donne que mandat pour réceptionner les dossiers. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu autant de candidatures. Et parmi ces candidatures, je pense que on peut les serrer en 3 groupes. Il y a ce que moi je pense être les candidatures sérieuses, celles qui remplissent vraiment les conditions, qui ont réuni les parrainages requis, qui ont fait la preuve du paiement de la caution des 50 millions. À côté de ça, il y a aussi des candidatures que moi j'appelle fantaisistes. Il faut dire les choses clairement. Et c'est ça que je trouve que c'est en contradiction avec l'instauration du parrainage. On a dit que le parrainage a été instauré pour limiter les candidatures fantaisistes, mais au dépôt, il n'y a pas de premier filtre. Donc ça fait qu'on a eu un pléthore de candidatures fantaisistes. Il y a un même qui n'a même pas l'âge requis, qui est né en 92, qui a 33 ans. Donc, et ça, vraiment, c'est pas bon pour l'image du pays. Ça, c'est mon opinion, parce que ça donne le sentiment que c'est un jeu. Alors que la fonction présidentielle, c'est une fonction très importante, c'est l'institution la plus importante du pays. C'est vrai que la loi permet à tout Ivoirien qui remplit bien les conditions. Mais si vous ne remplissez pas les conditions, c'est vraiment pas bien d'aller faire ce que moi j'appelle un spectacle. Je vais être un peu plus dur, digne de Bonjour 2026. Il y a certains qui étaient là, vraiment, ils méritent d'être castés pour la prochaine édition de Bonjour 2026. Ensuite, il y a les candidatures à problème. Voilà, des gens qui ne sont pas sur la liste électorale, qui sont quand même allés déposer les candidatures, notamment le PDCI et le PPACI, en sachant Lucie. Statistiquement, quand on analyse, c'est 26 candidatures portées par les partis politiques, 34 portées par les indépendants. Et sur les 60, il y a 8 femmes, comme le reportage l'a souligné. Ça, c'est à saluer. J'ai vu qu'il y a une des dames qui a déjà même fait la preuve du paiement de ces 50 millions de cautionnement. Cautionnement, c'est Karine Blady, voilà, Madame épouse Davison. Donc, on reprochait ici, malgré la loi de la parité, aux femmes de ne pas beaucoup s'engager en politique. Il y ait 8 femmes, vraiment, moi, je trouve que c'est à saluer, c'est à encourager. Il ne faut pas que l'élection présidentielle soit seulement une affaire d'hommes. Il faut aussi que les femmes s'y engagent en politique, qu'elles montrent aussi qu'elles ont la capacité de diriger ce pays. Maintenant, je pense qu'il faut revoir le code électoral, donner mission à la CEI de pouvoir faire le premier tri pour éviter de donner du travail entre griffes inutiles à la commission électorale indépendante. Elle va travailler sur 60 dossiers, dont plus de 80% vraiment ne remplissent, je suis sûr qu'ils ne remplissent pas les conditions. Alors que si on fait un premier tri, ça permet d'avoir un petit lot sérieux entre griffes et voilà, qui peut être une bonne base de travail. Voilà. Sylvain Guédé-Débaï, votre commentaire? Oui, en plus de ce que disent mes confrères,
je voudrais ajouter que vous avez dit tout à l'heure, dans le commentaire que nous avons suivi, notre confrère a parlé de vitalité démocratique. Bon, si la démocratie est perçue comme étant le pouvoir du peuple et par le peuple, je pense qu'on est bien sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les candidatures que nous avons vues, la pléthore de candidatures, un record historique dans l'histoire démocratique de la Côte d'Ivoire, je crois qu'à ce niveau-là, l'analyse qu'on peut faire, c'est que, premièrement, la fonction présidentielle intéresse de plus en plus d'Ivoiriens. Deuxièmement, qu'il y a là l'expression d'un ras-le-bol au niveau même de la société ivoirienne. C'est peut-être l'expression de ce que la classe politique traditionnelle n'a pas convaincu. Et donc, de nouvelles forces voudraient se voir émerger. Et trouvent donc dans cette tribune qui est offerte une occasion de démontrer que tout ce qu'on dit couramment de la politique, même de la gouvernance, que tout n'est pas rose. Que tout n'est pas rose et qu'il y a encore beaucoup à faire dans notre pays. Quelqu'un a parlé de fantaisiste. Non, il n'y a rien de fantaisiste. Chacun des candidats que vous avez vus porte un message de la Côte d'Ivoire, un message politique de la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Mettez ensemble les particules de leur déclaration et vous verrez une caricature politique de la Côte d'Ivoire. Il y aura au moins quelqu'un qui va se retrouver. Et moi, j'ai bien aimé suivre les déclarations qui ont été faites au pupitre que la CI offrait à chaque candidat quand il finit de déposer son dossier. Mais quand vous voyez les déclarations qui sont faites, il y en a qui pensent que le temps est venu pour que la Côte d'Ivoire appartienne à la Côte d'Ivoire. On a entendu beaucoup ce discours. Oui, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Il y en a qui disent qu'ils sont venus déposer leur candidature pour que la réconciliation ait enfin lieu en Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont venus pour dire qu'il faut qu'on s'occupe des jeunes. Il y en a qui pensent qu'on ne s'occupe pas suffisamment des vieux. Et il y a même une dame qui porte les couleurs de l'écologie. C'est un chapitre, un pan de la politique qui n'est pas assez débattu ici, les questions écologiques. Quand bien même aujourd'hui en Afrique, c'est une question qui est de plus en plus préoccupante avec tout ce que nous voyons d'agression contre l'environnement. Donc, dans ce dépôt que nous avons vu, et moi je suis sûr que au fil des années, ce record sera battu. Hein. Il y a déjà le record de 2020 qui est battu, c'est-à-dire en 2020, il y a 44 candidatures qui avaient été reçues, 44 candidatures transférées au Conseil constitutionnel et seulement 4 avaient été retenues. Aujourd'hui, nous sommes à 60. Combien seront retenus? Sangaré a parlé tout à l'heure. Il y a les candidats, les icônes, il y a des inconnus, il y a des gens même que leur famille ne connaissent pas. Mais tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que c'est bon. Et quand on me dit non, il faut mettre des restrictions, non, il ne faut pas mettre des restrictions. C'est déjà suffisant, les restrictions qu'on a. Mais il faut aussi savoir qu'on a les lois pénales, par exemple. On a les lois pénales. Ce n'est pas parce qu'on dit ne vole pas, hein? Ce n'est pas parce qu'on dit ne cherche pas la femme de l'autre et d'autrui, que les gens ne vont pas voler. On dit ne vole pas, on dit que c'est puni par la loi, mais les gens volent. Voilà, les gens commettent ce qui est illégal. Mais dans tout ça, la justice tranche après. Donc le Conseil constitutionnel sera là pour faire le tri. Pour faire le tri. On aurait vraiment voulu que ce soit un Conseil constitutionnel qui se départisse de la politique et qu'il dise vraiment le droit ce jour-là pour mettre les Ivoiriens d'accord. Parce qu'on a connu
y a des précédents par le passé. Quand un conseil constitutionnel a donné son verdict, on a dit non, c'est l'ami du président. Donc ce qu'il dit là, c'est pour arranger le président. Mais le temps a fait ses effets. Celle qui est là aujourd'hui, elle a été nommée par le président. Elle est une proche du président. On verra bien ce que son verdict va nous révéler. Et puis, bon, nous aussi, on va commenter pour voir si elle a agi en tant qu'amie du président ou bien si elle a agi en tant que dépositaire du droit qui doit mettre d'accord tout le monde. Donc, c'est le premier commentaire que je voudrais faire sur cette pléthore de candidatures que je trouve vraiment intéressante pour la démocratie ivoirienne. Merci Sylvain Guédé-Debailly. Lansine Bakayoko, c'est votre tour, votre commentaire. D'abord, moi, je faisais classer ces candidatures en 3 groupes. Il y a des candidatures de complaisance, comme les autres l'ont dit. Il y a des candidatures sérieuses et il y a des candidatures de défiance. Candidatures de défiance essentiellement portées par le PDCI, RDA et le PPACI, qui, quand bien même ces partis savent qu'ils ne remplissent pas les conditions, ont préféré aller faire de la provocation en allant déposer des documents incomplets à la commission électorale indépendante. Et puis, il y a les candidatures sérieuses comme les Afing Guessan, les Simone Babo, les Awadon Melo, les Jean-Louis Billon, les Alassane Ouattara, qui quand même portent des valeurs, qui portent des projets et qui remplissent les conditions sans préjuger de ce que le Conseil constitutionnel va dire, mais qui, a priori, remplissent les conditions pour pouvoir se mettre sur la ligne de départ. Et puis, il y a ce que les gens ont appelé les candidatures fantaisistes. Mais on ne devrait pas s'en offusquer. Certains peuvent penser que c'est la vitalité démocratique. Mais vous savez, Ahmed, les gens veulent nous installer dans une sorte de banalisation de la fonction présidentielle. J'allais même dire nous installer dans une sorte d'anarchie dans le pays. Parce que nous avons déjà dit ici qu'il fallait avoir des critères. Et certains ont dit qu'ils ne devaient pas avoir de critères. Voyez-vous, malgré les critères qui sont là, nous avons eu 60 candidatures. Si on va dans l'hypothèse du Front commun, on devrait ouvrir la porte à tout le monde. Pas seulement le Front commun, mais quelques intellectuels, quelques universitaires qui ont demandé qu'un citoyen est égal à un citoyen et que l'habit ne fait pas le moine. Et donc, on devrait laisser tout le monde aller sur la ligne de départ. Mais est-ce que matériellement, cela est possible? Vous voyez, on a déjà les prémices, 60 candidatures. Et le risque que cela peut poser, cela peut nous sortir des contraintes de servitude judiciaire. Parce que le Conseil constitutionnel a un temps pour rendre ses décisions. Or, si nous avons des milliers de candidatures, il est évident, humainement, qu'on ne pourra pas les examiner parce qu'il y a beaucoup de considérant qu'il échec qu'ils doivent être apposés sur l'ensemble des candidatures, si elles sont rejetées ou elles sont admises. Vous voyez, ils sont 7 les sages. 7 personnes pour une pléthore de candidatures de cette nature, je pense que humainement, cela n'est pas forcément tenable. C'est pour ça que nous demandons qu'il faut que les candidatures soient corsées, les conditions de candidature soient encore davantage corsées pour éviter les fantaisies et les défiances que nous avons aujourd'hui. Maintenant, on ne va pas rentrer dans le fond du sujet, mais il appartient aujourd'hui au Conseil constitutionnel, malgré cette pléthore, de rester dans les délais constitutionnels et de donner des résultats. Mais à mon avis, le travail n'est pas aussi difficile que ça, même s'il y a des formules juridiques qui doivent être employées, mais c'est très facile de mettre certains dossiers dehors. Parce qu'aujourd'hui, tous les citoyens ivoiriens savent que beaucoup, sans être des juges, sans faire partie du Conseil constitutionnel, même sans faire partie de la Commission électorale indépendante, qu'il y a au minimum les 2/3 de ces candidatures qui ne seront pas validées. Exemple, la candidature du président Tidjane Thiam et la candidature du président Laurent Gbagbo, qui sont des candidatures, comme je l'ai dit, de défiance, des candidatures fantaisistes à la fois. Et donc, pour moi, il appartient aux citoyens de faire preuve de responsabilité, de montrer que la fonction présidentielle est une fonction suprême dans un État et qu'il faut un peu plus de sérieux pour pouvoir aborder cela. Et la banalisation de cette fonction, pour moi, n'est pas à l'avantage de la démocratie, même si beaucoup peuvent penser que la pléthore des candidatures peut démontrer de la vitalité démocratique en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je voudrais conclure en disant que le Conseil constitutionnel devrait avoir le fer entre les dents, faire preuve de rectitude, et moi j'ai confiance aux 7 sages de prendre des décisions parce que l'état de droit doit prévaloir. Il ne faut pas laisser la place
à l'état d'anarchie, le droit n'est pas le sentiment, le droit n'est pas l'émotion. Le droit, c'est la rectitude. Et donc, je pense que le Conseil constitutionnel ne va pas trembler et il devrait donner les décisions que le peuple souverain lui a demandé de donner. Jérôme Dri, Lansine Bakayoko évoquait tout à l'heure la candidature du président Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam. Quel commentaire vous faites de ces candidatures? Est-ce une candidature pour insister sur la négociation afin d'être réintégré ou quel type de candidature c'est pour? Non, là je m'inscris en faux quand il dit que c'est une candidature, ce sont des candidatures de défiance, un élément de candidature de défiance. Je ramène la scène de Bakayoko à l'article 55 de la Constitution qui parle libre pour voir les différentes conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas des candidatures de défiance. Si on devait parler de candidatures de défiance ou de candidatures qui ne rentrent pas dans le cadre même de cette élection, on parlerait du candidature du président sortant qui défie même la Constitution qui dit qu'on ne doit pas faire au-delà de 2 mandats. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Nous disons que la loi ivoirienne a édité certaines conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Des candidats comme le président Laurent Gbagbo et le président Tidiane Thiam ont fait preuve de candidature en respectant ces différentes conditions. En respectant ces différentes conditions. Nullement des candidatures de défiance. Il revient au Conseil constitutionnel de pouvoir lire le droit et de ne pas considérer tout ce qui est d'aspect politique. Europe, nous avons vu le cas. Nous avons des exigences d'éthique. Nous demandons pas aux téléspectateurs, ne mentons pas aux populations. Non, la Bakayoko, je te renvoie à l'article 55. Il y a 6 conditions. Quelqu'un qui n'est pas sur la feuille de match, peut-il être sur le terrain de jeu? Non, ça c'est des commentaires, c'est des commentaires. Va lire l'article 55. Mais quand tu as lu, nulle part dans l'article 55, il est indiqué qu'il faut être inscrit sur la liste. Il y a 6 conditions. C'est 6 conditions. Bon, c'est le code de l'électorat, on prend le code, mais le code de l'électorat nous ramène toujours à la Constitution. Allez-y, lire. Il ne faut pas insulter les populations ivoiriennes. Non, on n'insulte pas les populations ivoiriennes. Ce que nous disons, il n'y a pas de candidature. S'il y avait une candidature de défiance, c'est le 4e mandat. C'est la candidature du président sortant, le candidat du RHDP. Parce que là, la Constitution est claire dessus. On ne peut pas faire 2 mandats. Mais là, on vient piétiner la Constitution et pendant qu'on piétine la Constitution, on demande aux autres de pouvoir respecter des conditions qui n'existent pas. Bref, je voulais revenir un peu au niveau du Conseil constitutionnel. Vous savez, ce que les Ivoiriens demandent au Conseil constitutionnel, souvent de faire recours à ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude. Quelqu'un peut te nommer, parce que le Conseil constitutionnel l'a dit contre les manipulations constitutionnelles. Et la leçon a été donnée au Sénégal, où le président Macky Sall avait nommé un président du Conseil constitutionnel, mais il a introduit une demande de report des élections en 2024, mais le Conseil constitutionnel a jugé que c'était irrécevable. Il a rejeté cette demande. C'est ce que nous demandons au Conseil constitutionnel de pouvoir lire le droit. Les candidatures ont été déposées en conformément aux critères qui ont été indiqués pour être candidat à l'élection présidentielle. Il ne faut pas tromper les populations. On ne trompe pas les populations, on envoie les populations aller lire la Constitution. Il ne faut pas aussi manipuler. On sait que dans ce pays, il y a eu un référendum. Au cours du référendum qui devait nous donner une nouvelle Constitution, ça a été clair. Le référendum n'est pas fait on ne peut pas faire 2 mandats. Mais on vient nous dire que c'est le 3e mandat, premier mandat de la 3e République. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est que pendant le référendum, on a trompé la population. Parce que les pancartes sont encore là, Ahmed. Les pancartes sont encore là où on a écrit dessus. Ce n'est pas pour faire un 3e mandat. C'était écrit sur les pancartes. On a trompé la population. Quand on vient dire que c'est le premier mandat de la 3e République, je dis qu'il n'y a pas de candidature de défiance. Je répète encore, les différents candidats ont déposé, conformément à ce que la Constitution décrit, les dossiers sont complets. Il revient au Conseil constitutionnel de pouvoir trancher sans considération politique. Comme Dibaye l'a dit, c'est vrai, il faudrait qu'on ne sente pas que c'est l'ami du président ou bien c'est le Conseil constitutionnel doit qu'il soit au président. Il faut faire recours souvent le devoir d'ingratitude pour pouvoir dire le droit. C'est ce que je voulais indiquer. Bon, moi, vraiment, je suis étonné par cet argument. Qu'est-ce qui vous étonne, dites-nous? C'est une question de cohérence. Pour être simple député, pas simple, hein, je respecte la fonction. Ce n'est pas simple. Hein? Non, c'est un législateur. Je dis par rapport à la présidence de la République. Comparativement à la présidence. Voilà, ce n'est pas un simple péjoratif, hein, c'est par rapport à la présidence de la République. Pour être député, il faut être inscrit sur la liste électorale. Mais est-ce que c'est le même critère? Laisse-moi finir. D'accord, écoutez, pour être maire, il faut être sur la liste électorale. Et vous pensez que c'est cohérent d'être
président de la République et puis ne pas être sur la liste ça, c'est électorale. comment est-ce que c'est Deuxièmement, dit, là, non, j'arrive. l'article C'est 57. dans les Vas-y. tests. Donc, ça veut dire que le président ne peut même pas laisser voter le jour du vote. Ce n'est pas du tout cohérent. Je pense qu'il faut arrêter de tromper les populations. Tu n'es pas sur la liste électorale, tu n'es pas éligible, tu ne peux pas être candidat à l'élection présidentielle. C'est écrit où? 2 minutes. Va réviser le code électoral. Va réviser. Qu'est-ce qu'il dit le code électoral? Non, L'article 48, il faut le faire. réciter. On l'a lu tous, l'article Va 48. réviser le code électoral. Moi, je parle d'une question de cohérence. Rien que ça, c'est pas du tout cohérent. Donc, il ne faut pas qu'on rencontre des choses qui ne sont pas vraies. Deuxième chose, le Conseil constitutionnel a déjà en 2020, je me souviens bien en 2020, les partisans de Gbagbo avaient déjà suscité, je crois, sa candidature. Si vous regardez l'arrêt, je pense que le Conseil constitutionnel aussi a aussi dit que ses droits civiques, tout ça... Non, là, c'est indiqué dans l'article 55. Pour les raisons, tout ça, pour le fait qu'il ait perdu ses droits civils et politiques, il n'est pas éligible ni électeur. Vous pensez qu'une décision qui a été déjà prise en 2020, le Conseil constitutionnel va se dire non, il faut arrêter, moi je pense qu'il faut arrêter de mentir aux populations. Le président Laurent Gbagbo et le président du PDCI, en l'état actuel, ne sont pas sur la liste électorale. Ils ne sont pas éligibles. Ils ne pourront pas être candidats. Il ne faut pas mentir aux populations en faisant croire avec ce narratif. Non, je vais dire qu'il ne faut pas dire la décision avant le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas cohérent. Vraiment. Là, on parle de droit, on ne parle pas de la cohérence. Non, je vais dire, il ne faut pas mentir aux populations, il faut leur dire la vérité. Ils ne sont pas sur la liste électorale. Ils ne sont pas éligibles, ils ne sont pas électeurs. Donc les candidatures, on connaît l'issue, elle va être refusée par le Conseil constitutionnel. En construisant ces narratifs-là, c'est une forme, vraiment, moi je trouve avec un peu de cynisme, pour essayer de mettre une fausse pression sur le Conseil constitutionnel et puis en conditionnant les gens peut-être à la violence. Non, ce n'est pas responsable, Jérôme. Vraiment, il faut qu'on sorte de ce débat. Je vais dire, recentrons le débat sur les choses qui sont essentielles. Moi, on ne peut pas me convaincre par A plus B. Et je pense que beaucoup d'Ivoiriens sont dans cette logique que quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, qui peut être candidat à l'élection présidentielle. Vraiment, même le parrainage, ceux qui donnent même le parrainage là, aux candidats là, ils ont l'obligation d'être sur la liste électorale. Ils donnent le numéro, ils donnent la photocopie de leur carte d'électeur, ils donnent le numéro de leur carte d'électeur. Quelle est la logique pour que quelqu'un qui n'est pas sur l'électorat puisse être candidat à l'élection présidentielle? Non, vraiment, il faut qu'on soit un peu sérieux. Revenons aux choses concrètes. Ne manipulons pas. Tout ça participe. Non, c'est vous qui manipulez le peuple. Ces candidatures, on n'a pas besoin. C'est vous qui manipulez le peuple. On n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre. C'est une question évidente. La suite logique, elle saute aux yeux. Ces candidatures ne seront pas validées. Et dites la vérité aux populations. Dites la vérité aux populations. Et je partage entièrement. Non, c'est une question de logique. Non, c'est pas une question de secret de Dieu. C'est une question de logique et de cohérence. Donc ce que l'enseignant dit, c'est la vérité. Vraiment, c'est des candidatures de défiance et de la provocation qui ne vont rien donner. Voilà. Merci infiniment, Sangaré Yacouba. Sylvain Guédé-Debailly a l'air très pressé de répondre à cette question. On a évoqué ces candidatures-là qui, selon Sangaré et Lansine Bakayoko, semblent ne pas pouvoir être validées. Mais on sait qu'il y a des négociations qui ont été demandées par l'opposition. Est-ce que ces candidatures-là viennent comme une certaine pression ou une insistance pour continuer les négocier et voir ces négociations-là aboutir en leur faveur? Oui. Nos amis ont parlé de cohérence. Mais moi, je pense qu'il y a aussi le bon sens, qui est d'ailleurs la chose la mieux partagée, comme dirait un penseur. Alors, cette question que vous me posez, je disais tout à l'heure qu'à la CEU, nous avons vu un peu ce que chacun a déclaré après le dépôt de sa candidature. Donc, il y en a qui sont venus pour porter un message. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas dans les critères, mais ils sont venus pour porter un message. Certainement pour porter une revendication ce jour-là, pour dire qu'il y en a un même qui a dit « Moi, je ne suis pas d'accord avec les parrainages. Donc, dans mon dossier, je n'ai pas mis de parrainage dedans parce que je ne veux pas être en contradiction avec moi-même. » C'est un message. Donc, chacun porte un message avec sa candidature. Mais il ne faut pas que nos amis imposent leur lecture du droit à tout le monde. Puisque le droit, il est interprétatif. Ce n'est pas une science exacte, c'est une science humaine. Et c'est là la difficulté. Je parlais tout à l'heure de bon sens.
c'est que si on a trompé les populations, mais qui a trompé les populations en premier? Qui a dit ici que quand vous n'avez pas votre nom sur la liste électorale, vous ne pouvez même pas avoir droit au parrainage? Et pourtant, ces candidats-là que vous récusez dans votre argumentaire, là, ces candidats ont eu des représentants, ont eu des coordonnateurs qui ont mené leur campagne de parrainage, alors qu'ils ne devraient même pas être à ce niveau, selon les dires des autorités de la CEI. Donc, qui a trompé qui? C'est par là qu'il faut commencer. Ensuite, dire que moi, je suis heureux. Je suis heureux parce que je me dis que la Côte d'Ivoire de demain sera belle. Elle sera vraiment belle, aussi bien au plan physique qu'au plan moral. Parce que n'a-t-on pas entendu ici dans ce pays? Heureusement que nos amis sont là aujourd'hui, ils chantent la toute-puissance de la loi. Quand des gens portent des revendications, non, soumettez-vous à la loi. Le chef de l'État lui-même en personne a donné le signal. Il est allé déposer sa candidature lui-même à la CEI. C'était un message qu'il est venu porter. Quand il a fini, dans son discours, il a dit « respect de la loi ». C'est pour ça que j'ai dit que la Côte d'Ivoire de demain sera belle. Parce qu'en fait, chacun va se soumettre au droit. Parce que hier, tout ce débat que nous avons aujourd'hui tient sa source d'hier, de tout ce qui s'est passé hier. Hier aussi, il y avait le Conseil constitutionnel. Hier aussi, il y avait les lois de la République. Personne n'a voulu se soumettre à ces lois de la République. Alors, ce que vous n'avez pas fait hier, pourquoi voulez-vous que les autres le fassent aujourd'hui? Donc, qui défie qui? Qui défie les institutions de la République? Qui a écrit dans la Constitution que un troisième mandat n'est pas possible? Mon cher ami Jérôme Ondry disait tout à l'heure qu'il y a eu des pancartes en ville. Et oui, il y a eu ces pancartes en ville. Mais quelqu'un me dit non, que ces pancartes-là ne valent pas la Constitution, que ce n'est pas la Constitution. Non, mais... Tromper le peuple? Ça, c'est qu'on a aussi trompé le peuple. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas... Ça ne viendra pas de nous, c'est-à-dire mettre le peuple, mettre le feu dans le pays. Non, moi, en tant que journaliste, je n'ai pas cette mission. Et je n'ai jamais la prétention de faire cela. Parce que ici est notre pays. Notre seul pays. Je pense que quand nous analysons, nous tirons leçon de tout ce qui s'est passé. Ce pays a souffert de la politique. Je crois que le moment est venu, journalistes comme société civile, pour que nous, par notre pression, par notre bonne parole, que les politiques même soient interpellés. On ne peut pas être journaliste et puis soutenir ce qui n'est pas droit. Ici, on continue de violer la Constitution, mais rarement nos amis proches du pouvoir dénoncent cela. Et c'est ça qui est inquiétant. En même temps que j'ai dit le pays sera, et la Côte d'Ivoire sera belle demain, mais il y a aussi des sources d'inquiétude. Mais je pense qu'après tout, revenons à nous-mêmes pour que demain, quand ceci est blanc, nous répétions tous que c'est blanc. C'est ça qui va nous permettre de sortir de tout ce travail-là et de toutes ces difficultés que nous avons aujourd'hui. Parce que, à la vérité, aujourd'hui, nous avons tous peur. On ne sait même pas où on va. Nous-mêmes qui sommes journalistes, nos parents nous appellent, nos amis nous appellent, mais comment ça va se passer? On ne sait même pas quelle réponse il faut donner. Parce que là, on est en train d'aller droit dans le mur. On nous rassure, non, ça va bien se passer. Mais pourtant, quand on regarde la candidature de Laurent Gbagbo, la candidature de Tidjane Thiam et toutes ces candidatures, elles sont des candidatures purement à problème parce que on a mis des contraintes pour ne pas que ces citoyens-là se présentent. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire quand on cherche la réconciliation de ce pays-là? Ce qu'on n'a pas fait en 2010, il faut le rappeler. Vraiment, moi, je suis un peu perplexe quand je parle de ces questions-là, mais vraiment, c'est avec le cœur que je parle de ces choses-là. Mais je pense que nos politiques trouveront peut-être la bonne voie. On a appelé au dialogue dans ce pays. La voie du dialogue n'a pas été entendue. Bon, donc allons voir ce qui va se passer. Et puis, bon, on appréciera. Mais je finis pour dire que le Conseil constitutionnel est aujourd'hui au pied du mur. Quand vous voyez déjà sur les réseaux sociaux, la bataille de l'influence a commencé. Je crois que Madame la Présidente doit rentrer en elle-même pour dire le droit
et le bon droit. La Côte d'Ivoire l'attend. Lansine Bakayoko, votre avis? Bon, je voudrais d'abord demander à Debaï que ses parents qui l'appellent pour lui demander qu'est-ce qui va se passer au plus tard le 10, il faut les rassurer. Il faut éviter de créer de l'émotion. Il a quel élément pour les rassurer? Il faut éviter... Landry, s'il vous plaît. Il faut éviter de créer des fantasmes. Parce qu'en réalité, on ne peut pas demeurer... C'est des fantasmes. C'est des fantasmes. On ne va pas demeurer éternellement dans les situations d'exception. Il faut que la Côte d'Ivoire se normalise enfin. Parce que les compromissions... Mais Sangaré, vous avez accepté une situation d'exception hier. Landry, Vous ne voulez pas plaît. accepter aujourd'hui cette situation d'exception. C'est-à-dire que quand ça vous arrange, on accepte la situation d'exception. Jérôme Quand ça ne vous Dry. arrange pas, il faut rejeter cette situation d'exception. Lansine Bakayoko, C'est poursuivez, là, s'il vous il plaît. n'y a pas de logique. Jérôme Dry, merci. Je crois que ce discours dolosif-là doit disparaître. Parce que tout ce que vous dites là, vous êtes dans le mimétisme. Parce que ça s'est passé hier, il faut que ça se passe aujourd'hui. Mais enfin, il faut sortir des situations exceptionnelles. La Côte d'Ivoire ne va pas être en transition permanente. Oui, si ce C'est n'était parce pas qu'avec encore les les mêmes arrangements, acteurs, mais ce sont les mêmes les acteurs arrangements encore. avec la loi, Malheureusement, ce sont ce sont les mêmes les acteurs. arrangements avec la loi, il faut le dire tout net, n'aboutissent à rien. N'aboutissent pas à grand-chose. Ah bon? Parce qu'aujourd'hui, on veut qu'on fasse des arrangements avec la loi. On dit il faut... Mais hier, on a fait les arrangements avec la loi. Certainement, Les parce mêmes que acteurs ceux qui sont là sont des fruits de l'arrangement. Certainement. Laissez-le poursuivre, s'il vous Certainement plaît, que... monsieur. Oui, cher Ahmed, je vais juste ajouter que... Je veux le déduire de votre prochain temps de parole. Qu'on soit Ouais, clair là-dessus. Non, juste dire que si il y a ces tiraillements, c'est parce que certainement que ceux qui sont là sont eux-mêmes les fruits des arrangements. Voilà. Donc, tant que leur temps n'est pas passé là, tant que ce sera qu'on aura les mêmes acteurs là, Lansine Bakayoko, poursuivez sur votre lancée, s'il vous plaît. Messieurs, merci de laisser Lansine Mais hier, on avait des Bakayoko décisions fortes. répondre à cette Comme ça que question. le On a dialogue- déjà fait le tour de Voilà. table, s'il vous plaît. Donc, c'est là que le dialogue Vous avez donné votre avis, vous Ok, avez fait merci. votre analyse. Merci, Lansine Cher Ahmed. Je Bakayoko crois est que à son tour la de période parole. que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire la période de 2000 à 2010, je crois que les institutions étaient entre parenthèses. Ah bon? Les institutions ne fonctionnaient vraiment pas. Donc, ce sont les accords politiques qui ont fait réguler l'État jusqu'aux élections. Mais il y avait une 2010. rébellion, donc ça ne pouvait pas Il fonctionner. y avait des accords que tout le monde connaît. Ouagadougou, Pretoria, toutes les capitales africaines ont été visitées. Et ce sont ces accords-là qui ont gouverné le pays jusqu'aux élections de 2010. Mais les élections de 2010 étaient censées être une élection de sortie de crise. Et effectivement, nous sommes sortis de crise. Parce que la voie démocratique a été enfin reconnue. Parce qu'il y a eu des élections, il y a eu un vainqueur qui a été reconnu. Et même le plan du Conseil constitutionnel dont vous parlez, lui-même est revenu sur sa décision pour dire qu'il avait été possédé. Ça veut dire qu'il n'était pas en lui-même. Ne dites pas qu'il y a un devoir d'ingratitude. Bon, ça dit pour vous, pour que le Conseil constitutionnel soit crédible, il faut que le Conseil constitutionnel dise absolument que le président Thiam et le président Laurent Gbagbo peuvent compétir. Parce que nous disons, demandons au Conseil constitutionnel de lire le droit. Oui, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais laissons le Conseil constitutionnel lire le droit. Oui, mais puisque tu as ce que donné je sais- le verdict. Non, ce que je Parce que tu sais... as donné le verdict du Non, Conseil c'est une constitutionnel. question de bon sens. Non, tu as donné le verdict. Non, en Jérôme droit, Dry, s'il vous plaît, c'est votre en énième droit, interruption. En droit, et surtout en matière juridictionnelle, il y a les décisions et puis il y a la jurisprudence. En 2010, en 2020, il y a déjà eu une décision qui est sortie. Oui. C'est simplement, on appelle ça en droit la jurisprudence. Et je ne vois pas comment le tribunal de Conseil constitutionnel pourrait Se dédie. tourner kazakh et prendre une autre décision qui soit contraire. Donc c'est une question de bon sens et de logique. Je crois qu'aujourd'hui, il faut sortir du fanatisme, il faut sortir des projets insurrectionnels, il faut sortir de la volonté de créer des troupes et aller vers l'état de droit. Sortons des discours dolosifs comme vous êtes en train de les tenir. Rentrons en nous-mêmes pour faire appliquer la loi. Parce que nous n'allons pas demeurer éternellement d'arrangement en arrangement. Si cette année, vous voulez qu'on fasse de l'arrangement, mais pourquoi l'arrangement pour deux personnalités et pourquoi pas pour d'autres? Vous dites que quelqu'un avait 32 ans. Mais demain, lui aussi, il pourra demander qu'il y ait aussi un arrangement en sa faveur. Pourtant, vous avez dit ici qu'un citoyen est égal à un autre citoyen. Pendant que nous étions en train de dire qu'il faut des mesures corsées, il faut vraiment baliser pour éviter le désordre, comme nous sommes en train de le constater avec une soixantaine de candidats, vous avez dit non, qu'un citoyen est égal à un citoyen. Mais voilà, nous voilà maintenant devant le fait accompli. Et donc, nous demandons au Conseil constitutionnel, quoi que son travail soit encore en surcharge, de prendre des décisions qui respectent scrupuleusement l'état des droits. Et pour moi, respecter scrupuleusement l'état des droits, c'est de faire appliquer les règles édictées par la Constitution dans toutes les rigueurs. Et ça,
on ne devrait pas pouvoir transiger dessus parce que nous voulons la construction d'un État de droit. Nous ne voulons pas d'un État transitoire, permanemment en conflit avec l'ordre républicain. Il faut sortir de ça. Il faut que la République fonctionne. Et je crois que l'État pourra prendre la défense de la République en cas de besoin. Merci infiniment, Lansine Bakayoko. Le débat est passionnant. Merci, messieurs, pour vos éclairages. On reste dans l'arène politique avec un détour vers un événement qui pourrait être un pari réussi pour Charles Blé Goudet. Le COJEP a célébré ses 10 ans cette semaine au programme Meeting, Allocution, Mobilisation à Abidjan et dans plusieurs régions d'ailleurs. Mais ce 10e anniversaire est surtout un test grandeur nature pour un homme qui tente de se repositionner dans un espace politique où les places sont chères. Le général de la rue, comme l'appelaient ses partisans, peut-il encore faire la différence aujourd'hui? On se concentre sur cet élément de Davis Oyo, puis on se retrouve juste après pour y répondre. Devenu mouvement politique en août 2015, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, célèbre ses 10 ans. Militants et sympathisants du COJEP ont investi la place Jean-Paul II de Yamoussoukro ce samedi 30 août pour confirmer leur engagement pour ce parti. Ambition, réforme et stabilité ont constitué la trame de l'adresse de Charles Blé Goudet. Le président du COJEP rappelle son envie de diriger la Côte d'Ivoire avant de promettre à ses militants qu'il sera un jour à la tête du pays, coûte que coûte. Une fois aux affaires, Charles Blé Goudet compte reformer la commission électorale indépendante CEI, supprimer certains postes d'institutions comme le Sénat et la vice-présidence qu'il qualifie de budgétivores. L'ancien leader de la galaxie patriotique entend également s'ériger en défenseur de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Il envisage peser de tout son poids pour une élection présidentielle apaisée. Le président du COJEP a également demandé l'union de l'opposition pour le scrutin d'octobre prochain. Ce meeting du COJEP marque la fin des festivités de ces 10 années d'existence. Des festivités démarrées à Abidjan par un panel international sur le processus démocratique des États africains. Un meeting perçu comme une démonstration de force de Charles Blé Goudet et le COJEP. Messieurs, nous sommes de retour sur le plateau du Club de la Presse. Jérôme Dry, la toute première question sur ce sujet, c'est de savoir quel bilan faites-vous de cette mobilisation? C'est une réussite, c'est un échec, c'est un demi-échec? Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est une réussite. Au-delà de la réussite, il faut relever un fait qui est quand même inédit dans la sphère politique en Côte d'Ivoire. Lequel? Le meeting de Blé Goudet était payant. Les tickets étaient vendus. On n'en entend pas souvent parler. On n'entend pas souvent parler des meetings payants, même si c'est une place ouverte. Le meeting était payant et je crois bien à 2 ou 3 jours de ce meeting, on nous parlait de plus de 12 000 tickets vendus. Je pense que c'est à saluer parce que c'est inédit quand même dans le margot politique ivoirien. Au-delà de cela, il faut souligner que Blé Goudet, depuis son arrivée, a réussi quand même à rassembler tous ces militants, les militants du COJEP. Pour ce 10e anniversaire, ils se sont vraiment mobilisés. La place Jean-Paul II, il y avait du monde à la place Jean-Paul II. Et cela relance encore le COJEP dans la sphère politique en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier de dire que le COJEP fait partie du CAP Côte d'Ivoire qui réunit le MJC, le PLCI et autres. Donc, malgré que Blé Goudet lui-même ait été radié de la liste électorale, donc ce combat qui est mené par l'opposition pour que les uns et les autres soient inscrits sur la liste électorale, Blé Goudet fait partie de ces personnalités qui ont été radiées. Donc c'est un combat d'ensemble. Mais aujourd'hui, le COJEP, il faut le souligner, se positionne comme une force politique, et une force politique de la gauche, une force politique avec laquelle il faut désormais compter. Il faut désormais compter. C'est vrai que peut-être Blé Goudet ne sera pas candidat. D'ailleurs, il n'a pas postulé pour être candidat à la présidentielle. Donc, je pense que pour le futur, il faudra compter avec le COJEP. Sangaré Yacouba, Blé Goudet, non candidat à la candidature pour la présidentielle. Il s'est rangé du côté de Simone Evigbagbo pendant le dépôt de sa candidature. Quel est le sens d'une telle mobilisation pour lui aujourd'hui? Oui, mais je pense que Blé Goudet... Domelo aussi. Oui, pour Domelo aussi, pour 2 candidats. Je me demande bien comment il va se positionner pendant la campagne. Mais je pense que Blé Goudet, pour moi, est dans une démarche de reconstruction de son image politique. On l'a connu comme un leader syndical et surtout comme un agitateur de foule sur le président Laurent Gbagbo, avec tout ce qu'il y a eu comme dérive. Et aujourd'hui, il essaie de se reconstruire en ayant l'image d'un responsable de parti politique qui nourrit de nouvelles ambitions
voilà, celle de gouverner la Côte d'Ivoire dans les années à venir avec son appareil politique. Et moi, ce que j'apprécie chez lui, on sent vraiment un véritable changement dans sa posture, dans son discours. Voilà, quand on regarde, c'est vraiment un décalage abyssal entre celui qui avait les propos virulents, l'ancienne version qui menaçait les gens avec tout ce qu'on a connu dans ce pays, et aujourd'hui avec l'homme posé, voilà, qui parle beaucoup de dialogue, beaucoup de paix, et qui a déjà pris un engagement très fort pour dire que lui, il s'opposera à tout ce qui est violence. Et il a dit à Yamoussoukro que lui, il est plus une alternance qui s'efface dans le dialogue. Et il a demandé aux gens de rester sereins, de privilégier, à ses militants, pardon, de rester sereins, de privilégier le dialogue. Donc, Blé Goudé, dans une autre forme de faire de la politique, celle qui nous éloigne de la violence et celle qui met l'accent sur la construction d'idées, qui privilégie le dialogue, la stabilité, la cohésion sociale. Moi, je pense que cette posture est à saluer, parce qu'après tout ce qu'on a connu, il faut évidemment qu'on rentre dans une nouvelle ère politique où on est vraiment débat d'idées contre d'idées, projet contre projet, où on est vraiment dans une démocratie où on n'est pas dans le jusqu'au-boutisme avec des idées de violence. Et je pense que cette posture est à saluer. L'avenir lui appartient. Voilà, il est encore jeune. Voilà, même s'il n'a pas 35 ans, il est jeune par rapport à certains sur la scène politique ivoirienne. Donc, je pense qu'il a le temps de se construire et il a un gros défi. C'est de faire du COJEP une force politique de la gauche. C'est là. Maintenant, m'empêche, je constate qu'en ce moment, il a quand même des handicaps par rapport aux partisans historiques du président Laurent Gbagbo, qui le considèrent comme, je ne sais pas si je peux appeler le mot en griffe, traite, celui qui a trahi le papa. Mais pas. Donc, là, on l'a vu, hein, quand vous regardez les commentaires, les réactions, tout ça, il est l'objet de beaucoup d'attaques, beaucoup d'injustes sur les réseaux sociaux de la part des partisans purs du président Laurent Gbagbo. Mais il garde une posture calme, posée, il ne réagit pas à ça. Et moi, je salue ça chez lui. Dans ma vision, je pense que, de la manière que je le vois, je pense qu'il sait où il va, il se prépare et il est conscient d'une chose, l'avenir leur appartient. En raison de sa jeunesse, surtout pour la gauche. Quoi qu'on dise, le président Laurent Gbagbo est en fin de carrière. Donc, la gauche aura besoin d'une figure tutélaire. Et lui, il a l'avantage d'avoir cette connexion avec les jeunes. Peut-être demain, il peut être le leader de la gauche. Ça, c'est possible. C'est une hypothèse à ne pas écarter. Et je pense qu'il en est conscient. Il y travaille pour. Sylvain Guinée-Debailly, Charles Blé Goudé, COJEP, 10e anniversaire, place Jean-Paul II à Yamoussoukro. Plus de 12 000 partisans qui sont réunis. Votre commentaire? Oui, donc 12 millions. Il met dans sa besace, c'est intéressant. Sa besace ou l'organisation de l'événement? Ouais, bon, vous savez, ici, on est souvent en contradiction, mais j'aimerais, une fois n'est pas coutume, dire que j'épouse certaines des analyses de mon confrère Sangaré en ce qui concerne Blé Goudé, surtout là où il dit que l'avenir lui appartient. Effectivement, Blé Goudé et les jeunes de sa génération sont les hommes de demain. Ça, on ne peut pas s'en cacher. Et je suis même tombé sous le charme d'une phrase qu'il a répétée en disant que ce que j'apprécie chez Blé Goudé, c'est sa nouvelle posture. Il y a un décalage entre ce qu'il était avant et ce qu'il est aujourd'hui. Et je pense qu'il est d'une presse qui est proche du pouvoir. Et quand cela sort de la bouche de mon confrère, je pense que ça peut aussi convaincre ceux qui le lisent. Et je me dis que sur ce chemin-là, les prochains militants du COJEP seront recrutés au RHDP. Voilà, ça, il ne faut pas s'en cacher. Oui, parce que de plus en plus de militants du RHDP sont lassés du discours de leur cadre, hein, et ils veulent regarder ailleurs. Ils veulent regarder ailleurs. Voilà. Donc, Charles Blé Goudé, et il a bien dit qu'il est en train de se construire. Et je pense que se construire, cela doit prendre du temps. Cela doit prendre du temps parce que quand on regarde tous les éléments qui sont contre, les éléments contre, quand on regarde, le travail pour qu'il se repositionne doit être beaucoup plus organisé, beaucoup plus perspicace pour qu'il arrive à ses fins. Parce que quand vous voyez la charge des critiques, surtout les critiques en traîtrise, je
crois que ce n'est pas facile de s'en départir, ce n'est pas facile de s'en défaire. Mais il garde quand même cette posture, il garde quand même son calme. Il a compris qu'à un moment donné, il ne faut pas être dispersé. Il faut être dispersé parce qu'il avait toujours, ses partisans, lui, cette tendance à répondre aux partisans de son mentor. Cela ne peut pas, sur le long terme, arranger ses affaires. Donc aujourd'hui, je vois quelqu'un qui se sert de sa jeunesse, de sa fougue et puis de ses idées pour construire un chemin. Et c'est ce qu'on demande aux hommes politiques, d'être patients, parce que si votre objectif est de conquérir le pouvoir, vous savez toujours qu'il y a beaucoup de barricades, beaucoup d'obstacles sur le chemin qui mène au pouvoir. Donc, Blé Goudé, je pense qu'il doit s'encourager lui-même d'abord, et puis bon, il doit peaufiner encore sa stratégie pour pouvoir convaincre au-delà de son COJEP traditionnel. Mais je suis un peu malheureux. Tout à l'heure, on parlait des candidatures qui ont été enregistrées et mes confrères ici, en l'occurrence Sangaré Lassiné, disaient que oui, les Gbagbo et autres Thiam ont déposé des candidatures de défiance. Je crois qu'à ce niveau, quand on regarde Charles Blé Goudé, ben, on peut se dire quelque part que Gbagbo et Thiam ont raison finalement. Parce que quand il est arrivé, il a adopté une posture, celle que voulait le RHDP. C'est-à-dire la douceur, un autre Blé Goudé, un nouveau discours. Mais il a fait tout ça. Quelquefois même, on a certains de ses détracteurs ont dit que bon, il milite désormais au RHDP. Mais malgré tout, Charles Blé Goudé n'a pas eu son nom sur la liste électorale. Au moins, le pouvoir pouvait faire ce geste-là. Et ça pouvait, ce geste, s'il était fait, ça pouvait parler aux autres hommes politiques. Pour que, ben, si leur discours était ils avaient le verbe très haut, très fort, pour qu'ils le ramollissent. Mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. Et Charles Blé Goudé qui fait tout ça, qui fait tous ces efforts, il est toujours sanctionné. Il doit faire 20 ans. Là, il a été condamné en 2020 ou 2018, je ne sais pas. Donc, 20 ans, ça dit c'est jusqu'en 2038. Par contumace. Oui, par contumace d'ailleurs. D'accord. Jusqu'en 2038, lui, il doit attendre pour être sur la liste électorale. Vous voyez, c'est quand même pas... Merci Sylvain Guédé-Bailly. Lansine Bakayoko, on termine avec vous sur les 10 ans, la célébration des 10 ans du COJEP. D'abord, je voudrais dire à Debailly que s'il n'y a pas eu de geste de mansuétude vis-à-vis de Blé Goudé, c'est dans le cadre du respect de l'état des droits. Ouais, parce qu'il y a déjà eu une condamnation qui a été prononcée. C'est toujours ça. Donc, cette condamnation doit aller au bout jusqu'à ce que le chef de l'État ou le Parlement prennent des actes politiques pour pouvoir l'absoudre. Bon, pas l'absoudre, mais l'élargir. Maintenant, quand je parle des 10 ans du COJEP, moi, je retiens deux principales leçons. La première, c'est que Blé Goudé vient de jeter à la poubelle toutes ces fanfaronnades du PPACI qui laissaient croire que sans le PPACI, Blé Goudé ne représentait rien. Parce que Blé Goudé, son péché a été d'être républicain, a été de baisser le ton, a été de respecter les institutions de la République. Or, le PPACI aurait voulu que Blé Goudé vienne avec le fer entre les dents, avec l'épée dans la main gauche et une boîte d'allumettes dans la main droite. Et donc, Blé Goudé devrait avoir une posture insurrectionnelle comme le PPACI l'a aujourd'hui. C'est ce que Blé Goudé a refusé. Et voici tout son péché, en réalité. On l'a traité, il a été considéré comme un traître, il a été considéré comme quelqu'un qui voulait forcément la paix. Et ce n'est pas nouveau, personne ne peut me contredire ici. Parce que même quand Afin Guessan, les problèmes d'Afin Guessan ont commencé, lorsqu'Afin Guessan a commencé à dire qu'il faut qu'on rentre dans un processus politique. Parce que le PPACI veut toujours avoir le glaive. Donc voilà la réalité. Donc la principale leçon pour moi, c'est que Blé Goudé montre qu'il a pris son autonomie, a pris son indépendance. Il a déjà fait preuve de... Déjà, je peux dire que ses péchés, la République va reconnaître ses péchés et lui en valoir rémission. Mais pour l'heure, Blé Goudé est en train de trouver sa voie, une voie la voie du salut, en réalité. Parce qu'en réalité,
les discours vindicatifs, comme j'entends du côté du PPACI, ne sont plus d'actualité. Ces gens de discours ont vécu. La preuve, toutes les menaces ont été proférées, mais la République n'a pas cédé. L'État n'a pas cédé face aux invectives, aux menaces dans tout genre. Et donc, Blé Goudé l'a compris. Donc aujourd'hui, Blé Goudé est en train de montrer qu'il est une force politique qui compte et qui va compter pour l'avenir parce qu'en réalité, il draine du monde. 12 000 hommes payants. Je ne suis même pas sûr que si le PPACI engage un meeting payant, ils pourront atteindre 5 000. Je ne crois pas. Je dis payant. Je dis payant. Non, pas présumer ça. Je dis payant. Oui, je dis payant. Parce que le PPACI, les militants du PPACI, c'est le trou. Qui sont ces militants? Il ne faut pas noircir aussi les militants du PPACI. Ce sont des personnes écorchées. Le PPACI, là, ça relève de quoi? C'est bien qu'il y ait des débats ici, s'il vous plaît. Vous avez votre temps d'intervention. Laissons lancer le des PPACI Bakayoko est constitué des personnes qui sont écorchées analyse. et qui veulent forcément la confrontation. Or, aujourd'hui, les Ivoiriens, dans leur immense majorité, veulent un État où il règne la paix, veulent une république de paix. Vous-même, vous le remarquez, ce genre de discours ne prospère plus. Vous voyez, donc je crois que le Blé Goudé a bien compris que la Côte d'Ivoire a changé de direction et que la politique aussi doit changer de direction. Et vous voyez cette immense foule qui est aujourd'hui venue lui montrer qu'il est dans la bonne direction. Et ça, personne ne peut le contredire aujourd'hui. Donc ça montre que le PPACI doit se revoir, doit faire preuve de rémission, doit sortir des réminiscences du passé, enfin pour s'inscrire dans une logique politique. Voilà la leçon que moi je tire de ce grand meeting du président Charles Blé Goudé qui, à mon avis aujourd'hui, peut se bomber la poitrine et passer devant le siège du PPACI pour lui montrer qu'en réalité, ce que je n'ai pas changé, je continue d'être un grand mobilisateur et là, il en donne la preuve et c'est quelqu'un avec qui il faut compter dans l'avenir. Oui, merci, Nassine Bakayoko. Mais il faut souligner Messieurs, que malheureusement, vous avez eu votre temps de parole. Je voulais juste ajouter, on arrive à la fin de ce débat. n'est pas dans la défiance. Malheureusement, je suis obligé de jouer les équilibristes. Je suis obligé de le faire la police. Je ne peux laisser personne intervenir après lui. C'était le tout dernier intervenant. Merci infiniment. Voilà, le message ne s'adresse pas au PPACI. encore moins à l'opposition. Transporte ses militants et lui donne des salaires. On va être des acteurs d'équilibre et puis également de justice sur ce plateau. On en a parlé longuement pendant cette émission. Voilà ce qu'on pouvait retenir cette semaine du Club de la Presse entre frénésie de candidature et la présidentielle et stratégie de remobilisation au sein du COJEP. La scène politique ivoirienne s'anime, se fragmente, mais surtout se prépare. Merci à nos invités pour leur pertinence dans leurs différents développements. Merci à notre reporter Davis Oyo pour ses reportages sur le terrain et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même exigence. N'oubliez surtout pas de revivre ce débat sur nos canaux digitaux, la page Facebook et la chaîne YouTube RTI Info et surtout sur RTI Play. À très vite sur RTI 1.